Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. Oui, Rémi Coriol. C'est gentil, Thierry, pardon. Il fait pas de vélo, le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot, le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin pour la présentation de la saison junior. Là, cet après-midi, en ce début d'après-midi, on va se concentrer avec Cyprien. Salut Cyprien. Salut Charles, salut à tous. Et Daniel. Salut Daniel. Salut à tous. Donc se concentrer sur le week-end d'ouverture en Belgique. Je sais que c'est un moment qui est très attendu par de nombreux fans de vélo. Pour certains, le vrai début de saison, Daniel, même si c'est quand même de moins en moins le cas. Ouais, c'est le vrai début de saison, des courses qui comptent un peu. Après, on peut aussi dire que les premières Flandriennes, elles comptent pas vraiment pour les plus grands coureurs. Mais ouais, en tout cas, c'est fini un peu les courses au soleil et dans le sud de l'Europe ou dans les pays du Moyen-Orient. Et on attaque la saison des flahutes dans le froid et la pluie. Ouais, alors justement, Cyprien, c'est la saison des flahutes qui se lance avec le Het Nieuwsblad et Kuurne Bruxelles. Kuurne, quelles sont tes attentes? Toi, est-ce qu'il y a un peu d'excitation pour ce premier week-end d'ouverture en Belgique? Ouais, complètement. Comme Daniel le disait, c'est pas toujours la priorité des vrais classic men qui vont plus se concentrer sur la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est un peu la reprise, le vrai début de saison et notamment la rentrée des gros leaders comme Wout van Aert, comme Sonny Colbrelli, qui n'ont toujours pas couru cette année. Donc c'est en ça que c'est un petit peu le vrai début attendu de la saison, en tout cas du côté de la Belgique. Ouais, Daniel, Cyprien l'a très bien dit, puis on l'évoquait un peu tous les trois quand on préparait l'émission. C'est la rentrée pour pas mal de mecs demain sur le Newsblad, parce que les choses seront un peu différentes sur Kuurne, parce que le scénario est également différent. Tu peux nous dresser une petite liste déjà rapidement des principaux noms à suivre demain et de ceux qui vont reprendre la compétition? Parmi les favoris, on pense bien sûr à les grands noms. Il y a Van Aert, il y a Asgreen, il y a Sénéchal, Kog, Van Mark, Steven, Colbrelli, Matteo Trentin peut-être, Stefan Kung, Anthony Turgis, Gianni Moscon. Et je pense que 90% de ces coureurs-là, ce sera la première course de la saison. Ils n'ont pas fait d'échauffement justement dans l'Europe. Ouais, alors juste pour vous préciser les choses, c'est une liste des engagés qui est présente sur First Cycling comme un peu partout. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définitive. Par exemple, on voit le nom de Pascal Ackermann, mais il est présent aux Émirats, donc forcément il ne sera pas au départ demain. Donc toujours à prendre avec des pincettes, mais en tout cas on a les grandes lignes. Cyprien, j'ai envie de te poser une question sur le scénario. Est-ce qu'on peut déjà s'attendre dès demain à une vraie bataille entre les Pidcock, les Van Aert, les Stuyven et autres Colbrelli? Oui, je pense que oui. Ce qui est bien avec le Homelop, c'est qu'il propose un parcours qui souvent permet de lancer une bataille d'assez loin. On se souvient que l'année dernière, Alaphilippe avait attaqué de très loin, je ne sais plus, à 50 ou 60 bornes. Euh, voilà, c'est un parcours qui se prête à ce genre d'attaque avec généralement un gros groupe qui se constitue assez tôt de favoris et qui n'est jamais revu. Donc oui, demain, si les conditions le permettent, je pense que les Van Aert et compagnie ne vont pas se faire prier pour attaquer très tôt dans la course. Alors justement, je vous prends peut-être au dépourvu, je vais te poser la question, Daniel, et sinon vous aurez peut-être la réponse sur le live. Quelles sont les conditions climatiques attendues demain? Parce qu'on sait que c'est un élément important, comme l'a dit Cyprien, pour les Flandriennes. Alors ouais, tu me prends au dépourvu, mais je regarde. Alors a priori, il fait assez beau, plutôt ensoleillé et une dizaine de degrés, donc pas de vent. Donc des conditions normales alors, si je Voilà, résume. conditions sympas.
pour une reprise plutôt en douceur. Après, ça n'empêchera pas certains de faire la course assez tôt. Effectivement, on voit que c'est quand même une tendance cette année, mais même depuis plusieurs saisons maintenant. Beaucoup de leaders n'hésitent pas à se découvrir assez tôt. C'est assez sympa. Après, comme c'est la reprise pour beaucoup et la première Flandrienne, ça sera pas forcément indicatif pour la suite des événements. Il y a certainement quelques coureurs qui sont dedans à l'heure actuelle et d'autres qui sont déjà un peu plus avancés dans leur préparation, dans leur forme. Et voilà, donc en tout cas, ça s'annonce sympa. Et puis, ce qui est bien aussi avec souvent cette course de Omloop et de Blatt, c'est que comme c'est un peu moins, par exemple, que le Tour des Flandres, il y a souvent des opportunités pour des plus petits coureurs ou moins connus ou des équipiers ou justement des jeunes qui ont un potentiel sur ces courses-là pour s'exprimer et du coup ça permet un peu le potentiel des uns et des autres qu'on connaît un peu moins bien. Ouais, c'est vrai que Cyprien, ça permet de voir quelques talents émerger. Et j'avais une question, et j'ai perdu le fil de ma question d'ailleurs, mais c'est pas très grave, ça y est, je viens de la retrouver. Daniel disait que c'était encore un peu tôt. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pour toi, on ne pourra pas vraiment tirer d'enseignements sur la suite des classiques après ce week-end d'ouverture? Oui, 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 on voit que au palmarès, ces dernières années, celui qui gagne à Ninove sur le week-end d'ouverture fait pas forcément une énorme saison derrière. L'année dernière, c'était Ballerini qu'on avait vu en début de saison, mais qui s'est un petit peu enterré ensuite et a plutôt joué les équipiers. C'est rare qu'on ait un vainqueur de l'Omloop qui fasse une énorme saison sur les classiques derrière. Maintenant, on verra quand même, je pense, les principaux favoris se découvrir. Mais c'est vrai que ça laisse un petit peu de place à ceux qui sont un petit peu moins connus ou un petit peu plus en forme parce qu'ils ont repris plus tôt, par exemple. Alors on va parler un peu du parcours, même si c'est pas le plus important, parce qu'on sait, Daniel, que lors des Flandriennes, quels que soient les monts, on profite souvent de chaque opportunité pour mettre un peu le bazar. Mais néanmoins, on va quand même évoquer ces difficultés. Je suis désolé, il n'y a pas vraiment de profil qui a été fourni par l'organisation sur le roadbook, donc on a juste une petite image à vous proposer. Mais en tout cas, on aura en juge de paix le Capelmur et le Bosberg. Ouais, c'est deux côtes assez dures et c'est l'ancien final du Tour des Flandres, si je ne m'abuse, jusqu'en 2011. Donc c'est vraiment du costaud. Et même si ça bouge avant, mais évidemment la décision finale risque fort de se faire dans le milieu de l'année. Et à 17 km de l'arrivée. Ouais, puis ce qui est intéressant à souligner sur ce Het Newsblad, et comme souvent Cyprien, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés, donc quelles qu'elles soient, au final, que ce soit le Berendries, le mur de Grammont ou le Bosberg, il y a de quoi faire, pardon, et pas de quoi faire pour ceux qui voudraient lancer la course. Oui, oui, et puis c'est peut-être en ça justement qu'on verra des coureurs un petit peu outsiders, un petit peu inattendus, c'est qu'ils vont peut-être sans doute pas attendre les dernières difficultés et vouloir prendre de l'avance. On a pas mal de monde concentré dans les 60 derniers kilomètres, voire même un petit peu avant, donc la course peut se décanter très tôt et certains peuvent prendre des initiatives sans attendre le gros morceau de la journée qui sera effectivement le Capelmur et l'enchaînement avec le Bosberg derrière à 15 km de l'arrivée. Ouais, alors avec vous les gars, je voulais aussi évoquer les classiques de manière générale, et je voudrais faire un petit focus, Daniel, sur une formation que tu apprécies beaucoup, c'est la Jumbo-Visma. On parlait de densité parfois pour d'autres formations et de force de collectif. Est-ce que là, la Jumbo-Visma te paraît beaucoup plus armée pour affronter cette campagne de classique avec les apports de Van der Sande, de Benoît et aussi de Christophe Laporte qui apparemment ne sera pas là au départ demain? Oui, alors bien sûr, c'est un renfort en qualitatif non négligeable. Après, peut-être si ça paraissait un peu faible l'année dernière et même l'année d'avant, je crois que Mike Tennyson a été pas mal blessé, donc il a raté pas mal de Flandriennes ces 2 dernières années, donc forcément voilà, ça paraît tout de suite dépeuplé. Après, bah forcément, Tige Benoît, on s'attend à ce qu'il puisse être présent dans le final également, et Christophe Laporte. On a vu l'an dernier qu'il a fait une énorme campagne des classiques. Donc là, ça commence à faire 4 joueurs normalement capables d'être présents et de peser sur un final, plus 3-4 équipiers très solides et qui ont déjà une bonne expérience sur les Flandriennes. Oui, je pense que ça
place l'équipe bien en haut parmi les prétendants. Après, tout est une question d'organisation. Est-ce que tout le monde va rouler pour Van Aert ou est-ce qu'on va mettre des bons coureurs dans les bons coups, etc. Pour voir comment l'équipe approche. Est-ce que Cyprien, à ton avis, la Jumbo-Visma cette année, et bien sûr en fonction de comment ça se passe sur le terrain, parce que c'est jamais la même chose que sur le papier, est-ce que cette Jumbo-Visma, elle rejoint un peu en haut de la hiérarchie la Quick Step, hein, qui n'a pas forcément un mec au-dessus du lot, mais qui a un collectif assez impressionnant? Je pense qu'il manque encore une petite marche pour la Jumbo. C'est vrai qu'avec Benoît, Van Aert et Laporte, ils ont une densité pour jouer collectivement et faire tenter des coups tactiques. Maintenant, on est souvent un peu plus impressionné quand on voit le groupe au départ de Quick-Step où on peut avoir quasiment 4 ou 5 mecs capables d'aller gagner bien souvent. Par contre, sur la Jumbo, ce qui est intéressant selon moi ce week-end, c'est qu'on voit que Christophe Laporte, normalement, sera engagé dimanche, mais pas samedi, et qui remplacera justement dans la start list Wout van Aert. Donc on pourrait avoir un Christophe Laporte qui ne serait pas du tout équipier comme ça a été un petit peu présenté, mais qui aurait tout à fait sa carte à jouer dans le collectif Jumbo cette année. Ouais, et du coup, tu as répondu parfaitement à la question de Septo qui nous demandait si Laporte était malade, et non, comme dit Cyprien, il sera présent dimanche. Il y avait, je sais pas, lequel d'entre vous, les gars, voudrait prendre la réponse à la question ou à l'observation, en tout cas. L'année dernière, à G2R, on les avait annoncés justement avec un gros collectif sur le papier, avec les arrivées notamment de Van Avermaet, mais aussi de d'autres coureurs comme De Wolf. Est-ce que vous pensez que ça va mieux se passer? Je sais que quand on a interviewé Julien Jourdi, il disait que la cohésion avait manqué parce qu'ils n'avaient pas pu se réunir en début d'année dernière. Est-ce que vous les voyez un peu mieux cette année, et bon, pas au niveau de la Quick Step hein, forcément, mais capables de mieux rivaliser sur la campagne flandrienne? Bon, moi, je vais bien répondre. Je trouve que l'an dernier, on a été assez, comment dire, assez cruel avec l'équipe AG2R parce qu'ils ont quand même fait une belle campagne de flandrienne. Van Avermaet, ils ont enchaîné 4 ou 5 top 15, dont un podium sur le Tour des Flandres. C'est quand même pas dégueulasse. Après, c'est vrai que Nassen était un peu moins bon que d'habitude. Et puis, les autres n'étaient pas forcément en haut de l'affiche. Mais plus tard dans la saison, des coureurs comme De Wolf se sont également révélés. Donc, oui, dans l'ensemble, je pense que l'équipe a aussi une bonne carte à jouer et qu'elle est assez solide et dense. Et justement, je ne sais pas s'ils peuvent vraiment progresser par rapport à l'an dernier, parce que je trouve que l'an dernier, ils s'en sont pas si mal sortis, en fait. Ton avis, Cyprien, du coup, sur AG2R et leur collectif? Oui, effectivement, la cohésion sera sans doute meilleure cette année. Maintenant, est-ce que ça suffira? Je suis pas sûr. Je pense qu'ils seront toujours là. Greg Van Avermaet, c'est un mec super régulier. On le verra toujours jouer le top 10, jouer le top 5, peut-être des podiums. Maintenant, j'ai vraiment du mal à imaginer soit Van Avermaet, soit Naesen, soit un autre coureur de cette équipe AG2R Citroën gagner une classique cette année. Il faudrait que les planètes soient alignées et peut-être des circonstances de course un peu particulières. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. C'est vrai que c'est super intéressant cette campagne de Flandrienne qui débute, pardon. J'en viens à Total Energy, Daniel. On ne peut pas dire que Peter Sagan a rassuré lors du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, mais si jamais l'ancien champion du monde revient en forme, il y a un collectif aussi intéressant avec Anthony Turgis, mais l'arrivée également de Daniel Oss, toujours un Boasson Hagen pour aider. Comment tu les vois, cette formation énergie cette année? Est-ce que Sagan, en gros, sera en pré-retraite ou pas? C'est assez difficile à lire parce que, bon, Boasson-Hagen, Lawless, c'est pas des assurances pour risque. Sagan, bon, on l'a vu jusqu'à maintenant, c'était pas fou, mais bon, voilà, ça reste Sagan. Turgis, l'an dernier, il a été solide sur l'ensemble de la campagne, donc à mon avis, c'est une valeur sûre quoi qu'il arrive. Et du coup, bah, pour les autres que je viens de citer, même si ce ne sont pas des coureurs très réguliers, etc., mais sur ce qu'on a vu sur le début de saison, Boasson-Hagen, il a été rassurant. Daniel Oss, il a été très très bon au Tour L'Arabie d'Oman, je Saoudite, crois. ouais. Arabie Saoudite, pardon. Knowles également, il a retrouvé des jambes, donc ça commence à faire pas mal de bons coureurs. Il reste bien sûr l'inconnu entre guillemets sur Sagan. Bon, on peut penser qu'il montera en puissance d'ici les monuments. Donc peut-être pas sur ce week-end, il devrait rester assez discret. Et par contre, ça permettra peut-être à Turgis de s'initier.
Ouais, tout à fait. Alors, Cyprien, il y a du coup une question qui me vient naturellement, puisqu'on évoque les formations françaises. Je voulais parler avec toi d'Arkea. Arkea qui, comme tu l'as dit dans ton papier, marche sur l'eau depuis le début de saison. Est-ce qu'on peut les attendre sur des Flandriennes? C'est pas forcément leur terrain de prédilection, mais quand tu vois un peu leur carte maîtresse, est-ce que tu penses qu'ils peuvent aussi créer la surprise sur les classiques? Bah justement, j'ai un petit peu peur que le début de cette saison des classiques marque un peu la fin de leur belle période de reprise. C'est vrai que Amaury Capiot est dans une super forme. Il a déjà fait des perfs sur des semi-classiques un petit peu de fin de saison, tout ça, ou sur le Samin, ce genre de course. Je suis pas sûr qu'il arrive à se muer complètement en Classic Man et à marcher sur des grosses classiques pour le Tour. Maintenant, s'il y en a un qui doit marcher, je pense que c'est lui, parce que c'est vrai que l'effectif n'est pas forcément taillé pour les classiques flandriennes du côté d'Arkea, qui va peut-être devoir baisser un petit peu de régime avec l'approche des classiques. Alors Daniel, on finit sur les formations françaises avec la Groupama FDJ. Logiquement, on ne peut pas faire une émission sans évoquer la formation de Marc Madiot. Arnaud Desmar n'est pas là parce qu'il est élu à E-Tour, mais on aura une belle carte à jouer avec Stéphane Kung et pourquoi pas une petite découverte aussi pour Lewis Husky. Quel niveau, selon toi, pour la formation française sur la campagne flandrienne? Ouais, bah, pour le coup, je trouve que Groupama FDJ sur les Flandriennes, c'est vraiment pas une équipe, comment dire, qui occupe le haut de l'affiche. C'est vrai que Stéphane Kung, il arrive à toujours être présent, mais souvent un peu en deuxième rideau. S'il a l'opportunité pardon, de sortir plus ou moins seul ou accompagné d'autres gros rouleurs, ça peut être sympa, mais en général, c'est des groupes qui ne vont pas forcément au bout. Voilà, après, ouais, il y a Aski à suivre. Mais bon, je trouve que non, c'est pas une équipe qui va cartonner en tout cas. Certainement pas ce week-end. Et puis, même si Desmar était là, je pense pas que ça changerait fondamentalement la donne. Oui, peut-être sur une course comme Kurn, un Desmar peut clairement s'illustrer, mais c'est des deux, trois courses. Alors Cyprien, je voudrais enchaîner avec la team Ineos parce qu'ils ont une belle équipe, je trouve, au départ, avec Tom Pidcock forcément comme leader, mais aussi Ezain Hayter, pardon, qui était un petit peu en retrait, j'ai trouvé à la Volta Algarve, Magnus Sheffield qui a un moteur assez impressionnant, mais également des gars comme Ben Turner ou Narvaez qui n'avaient pas été si mauvais que ça ces dernières saisons sur les classiques. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces jeunes pousses de la formation Ineos? Ouais, comme tu l'as dit, Narvaez, l'année dernière, je me souviens qu'il avait fait un énorme numéro à Kurn avec Van Der Poel en sortant à 80 km de l'arrivée pour se faire reprendre vraiment à quelques encablures de la ligne. Je pense qu'encore une fois, cette année, ils vont courir comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre un coup de très loin, parce qu'ils ont, bon, certes, ils ont Tom Pidcock qui peut se permettre d'attendre un petit peu, mais pour les autres, ce sera jamais les plus forts ni au sprint ni dans les monts, donc il va falloir prendre un peu d'avance et à ce petit jeu, bah, ça peut être ouais, des Narvaez, des Magnus Sheffield. Sheffield, l'année dernière, avec Rally, il avait eu l'occasion de faire quelques classiques, notamment la Nokere course, où il termine dans le groupe de tête. Donc, dans la forme où il est actuellement, on peut s'attendre, pourquoi pas, à le voir avec les meilleurs en fin de course, on ne sait jamais, même s'il a que 19 ans et que la longueur des classiques va peut-être lui faire un petit peu mal. Et puis pour Reiter, pour moi, c'est vraiment le point d'interrogation. On a l'impression qu'il marche un petit peu de manière très irrégulière en ce début de saison, un petit peu quand il en a envie sur les chronos ou les étapes qui l'intéressent, mais pas forcément tous les jours. Donc, donc on verra. C'est pas non plus un classic man pur, donc je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup ce week-end à l'avant. Daniel, ton avis sur les jeunes pousses de la formation Ineos? Oui, bah, comme tu l'as dit, surtout des jeunes pousses, puisqu'il manque Dylan Van Baarle, qui est quand même aussi l'un de leurs leaders sur les Flandriennes, qui ça rentrait vers le en général. Bon, Pidcock, on le sent un peu dilettante sur les courses de préparation, donc c'est difficile à dire où est-ce qu'il Il n'a en est pas forcé exactement. son talent au Portugal, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'est pas en forme du tout, ou est-ce qu'il cache son jeu? On n'en sait rien finalement. Heiter, c'est pareil, il a performé sur des chronos, je pense, et puis ça s'arrête là. Et puis bon, il est peut-être un peu plus puncher que Flandrien pur jus. Donc, mais bon, en tout cas, ils ont de nombreuses cartes à suivre et clairement, c'est vont faire partie des équipes qui vont dynamiter la course et
seront certainement présentes dans tous les coups avec à chaque fois un ou deux bons coureurs et des cartes intéressantes. Ouais, alors Cyprien, on a une remarque sur le chat, c'est LV Cycling qui nous dit j'ai envie de voir Christophe, moi surtout dimanche. C'est vrai que Christophe a l'air en forme. Ouais, qu'est-ce qu'on peut espérer, hein? Bah, même question un peu bateau que pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut espérer du Norvégien sur cette campagne flandrienne? Ah bah Christophe, pour moi, sans vouloir revenir encore et toujours à la course au point dont on parle pas mal sur cette chaîne, Christophe, c'est l'atout numéro un dans la course au point pour Monty. Il est toujours classé, il fait des podiums, des top 5, un peu sur tous les terrains, sur les courses par étapes et aussi sur les classiques. Donc je pense que vu la forme qu'il tient en ce moment, il sera là ce week-end pour aller faire le sprint dans le peloton pour jouer la cinquième place peut-être ou la gagne si jamais les conditions sont réunies pour lui. Mais oui, oui, je pense que Wanty, d'une manière plus générale, a vraiment un bon groupe avec Bistrom qui est en forme, avec Aimé De Gendt qui avait fait une bonne saison, je pense, l'année dernière, Christophe. Euh, Eux, contrairement à Arkea, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, je suis pas sûr que la période des classiques les stoppe. Ils sont sur une bonne dynamique et ça peut continuer pour Intermarché. Alors, j'ai des questions maintenant, les gars, rapidement sur des individualités, parce que je pense que ça peut être intéressant de faire le point sur eux. Tout d'abord, John Degenkolb, Daniel, vainqueur en 2015 de Milan-San Remo et de Paris-Roubaix, qui depuis son accident a vraiment beaucoup de difficultés à retrouver son niveau. Il est de retour chez DSM, enfin c'était pas DSM à l'époque, mais il est de retour dans la structure allemande. Est-ce qu'on peut espérer voir Degenkolb revenir au premier plan? Oui, bah après, il est quand même présent au premier plan. Rien que la saison dernière, il fait top 5 et même podium sur plusieurs courses World Tour. Mais clairement, il gagne plus les monuments comme il a pu le faire en 2015. Après, bon, ouais, c'était une année un peu exceptionnelle. Difficile à dire aussi. Bon, après, je suis d'accord qu'il est un peu plus dans le dur maintenant, mais il est malgré tout toujours présent dans les classements. Est-ce que là, c'est sa course de rentrée? Il est déjà relativement vieux, même s'il devrait être le leader de son équipe. Euh, mais bon, pour le pour le Omloped Newsblad, je ne pense pas qu'il sera dans les premiers, qu'il sera parmi les premiers rôles, pardon. Pour le Kurn, s'il participe, a priori, il est annoncé. Peut-être que ça devrait plus lui convenir et un top 5, il est largement envisageable. Alors avant ma dernière question sur le Newsblad et les classiques de manière générale, j'aurais remercié Julien, notre ami Julien, un ancien rédacteur de l'équipe qui vient de nous suivre sur Twitch, ainsi qu'LB6Est. Merci à vous les gars. Donc Cyprien, une question sur celui qui a créé la sensation l'an passé lors de Paris-Roubaix, c'est Florian Vermeersch. Est-ce qu'à l'instar d'un Degenkolb en 2015, ça va être un coup d'une année, ou est-ce que tu penses que le jeune Belge peut vraiment progresser dans la hiérarchie encore cette année? Je sais pas du tout, j'arrive pas vraiment à me faire une idée. Il avait très bien commencé son tour des Alpes-Maritimes et justement je l'avais observé en espérant avoir des indices sur sa forme lors de la reprise et puis bah, finalement j'ai pas vraiment de réponse à mon interrogation. C'est vrai que l'année dernière on retient Roubaix mais il fait quand même des belles places hein, tout au long de la saison des classiques. Donc il sera certainement présent. Maintenant l'auto, ils ont un peu une équipe avec plein d'individualités, mais il va falloir vraiment les organiser correctement pour aller chercher un résultat. Avec une équipe un peu vieillissante, hein, avec Caron Penhardt, pardon, Gilbert. Bon voilà, on verra ce qu'ils font. Et Vermeersch peut tirer sa carte du coup et profiter de l'expérience de ses coéquipiers. On regardera Timo Ehlens aussi qui est en forme et qui avait déjà fait, je pense, un podium sur Kurn. Ouais, alors les gars, on va changer ou bouleverser les habitudes, parce que je vais vous demander de passer au prono pour le Het Newsblad avant d'évoquer Kurn. Quel est, après tout ce qu'on a dit, votre podium de la course? On va commencer par Daniel, si tu le veux bien. Ah oui, d'accord. Ah, je change tout, là, je te perturbe. Bon, c'est pas Et tu vraiment. peux pas dire Robert Gesing pour troller, parce qu'il est même pas là en plus. Non, bah, on va dire. Alors, on va mettre un Sénéchal. Ça m'arrangerait à Top Anthony Vélo, ça, Turgis. tiens. Quoi? Ça m'arrangerait à Top Vélo, un jeu que tu connais bien. Bon, bah, Florian Sénéchal, comme ça que le reste de la campagne, il ne fait plus rien. C'est super. Ensuite, Anthony Turgis et Seb Van Mark. D'accord. Et toi, hein, Cyprien?
Bah, moi, je vais te citer un coureur dont on n'a pas parlé aujourd'hui, Jasper Stuyven, devant des valeurs sûres dont on a parlé, par contre, Greg Van Avermaet et Alexander Kristoff. Ouais, alors, je vois Julien qui nous dit justement sur le chat que Daniel ne vaut rien en prono. Ça n'engage que lui, c'est pas moi qui l'ai dit. Bref, blague à part, je vais tenter un prono aussi, et comme je me plante souvent, ça devrait pas être bon. Je vois bien Wout van Aert tient s'imposer devant Tom Pidcock et une petite surprise pour compléter. Allez, je vais dire, tiens, Seb Van Mark. Non, Anthony Turgis en troisième. Tiens. Ça va être mon prono pour ce Newsblad. Et je vois Septo qui nous dit Colbrelli, Sénéchal et De Wolf Cycling, Sénéchal aussi. Bah les gars, j'espère que vous avez raison. On passe à Kuurne, messieurs. Kuurne, bon, on va aller rapidement hein, parce que Kuurne, c'est un peu toujours le même scénario. C'est soit un groupe qui se détache dans le dernier mont qui est quand même assez loin de l'arrivée, soit une arrivée plus ou moins massive. Et s'il fait beau, on va plutôt pencher pour le deuxième scénario, à moins que vous ne soyez pas d'accord. Et bien entendu, vous me le dites. Donc les gars, je ne sais pas qui veut prendre la main. Sprint attendu de dimanche à Kuurne. Oui, le parcours semble avoir un peu évolué par rapport aux années précédentes. On a enlevé un peu de côtes pavées et rajouté un peu de côtes non pavées, visiblement, d'après ce que je comprends. À confirmer dimanche lors de la course, hein, parce que pour comprendre les roadbooks, c'est pas évident. Néanmoins, les difficultés restent assez loin de l'arrivée. Et même s'il y a toujours des groupes de costauds qui sortent en général, sur cette course-là, les équipes rajoutent un sprinter assez costaud, assez endurant dans leur effectif. Et dans le replat final, ça met en route et ça se regroupe pas mal. Et il y a des sprinters. Ouais, c'est vrai que Flanders Classic ne nous fait pas un cadeau sur les profils. Cyprien, ton avis, sprint aussi sur Kuurne ou un groupe? Oui, ça dépendra peut-être des quelques équipes qui rajoutent pas un sprinter, comme l'a dit Daniel. Donc il y a Trek qui en aura pas, il y a G2R par exemple sur cette course qui peut essayer de faire un coup parce qu'elle n'aura pas de sprinter. Mais au vu de tous les sprinters présents sur la start list, il y aura pas mal d'équipes pour rouler dans le final. Ouais, alors Daniel, justement, est-ce que tu peux nous dresser une petite liste rapide des sprinters qui seront présents, même si ça reste provisoire, hein, on l'a dit, c'est une Oui, a liste priori, d'engagés. il y a Jacobsen, Christophe, Colbrelli, on peut compter ça comme un sprinter, Coquard, Stuyven. Christophe Laporte, Tim Merlier, on peut-être, Gaviria peut-être, mais je pense pas. Après, il y a d'autres coureurs comme Capio, etc. chez Arkea qui ont aussi leur carte à jouer, Peter Sagan, voilà, donc, et John Degenkolb, et voilà, donc oui, c'est un peu ça. À partir du moment où les équipes rajoutent un sprinter, elles sont un peu hésitantes à envoyer toute leur force pour faire la décision avant, parce que ça met en difficulté leur propre sprinter. Donc à ce moment-là, pourquoi l'emmener, tu vois, c'est un peu. Oui, c'est vrai que si l'auto emmène Ewan et Quickstep Jacobsen, c'est pas pour aller foutre le feu. Voilà, il y a souvent des petits coups et puis ça se neutralise un peu plus que sur les autres Flandriennes, puisque justement chacun se dit après mon DS il veut pas que je roule parce qu'il y a un machin derrière. Comme tout le monde ne collabore pas, et derrière ça roule un peu plus fort, et ben en général ça revient. Sauf quand les conditions météo par exemple sont un peu trop dures, mais bon a priori comme c'est un week-end de beau temps, ça devrait pas être le cas, mais ça devrait être relativement tranquille. Ouais, alors on va passer rapidement au prono, parce que le but c'est pas non plus de durer. Je vois que ça fait déjà une demi-heure qu'on est en ligne, ça passe vite. Cyprien, du coup ton prono pour Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Alors mon prono ce sera Sonny Colbrelli devant Christophe Laporte et Matteo Trentin. Et toi Daniel? Jacobsen devant Christophe et Laporte. Et ben moi je vais dire Jacobsen aussi devant Ewan et Christophe Laporte. Et je lis les pronos sur le chat. LV Cycling nous dit Jacobsen, Sagan, Christophe. Et les autres ne sont pas encore arrivés. Je les donnerai tout à l'heure. Je vois un Ewan, Nizzolo, Merlier, Fricadel qui nous dit Jacobsen, Coquard, Colbrelli. C'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de sprinters au départ. Messieurs, pour finir l'émission, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Kuurne, mais si ce n'est pas le cas, je voudrais finir par une petite projection sur cette campagne de classique flandrienne.
bon, c'est pas facile, hein, c'est un peu un exercice de cyclisme fiction, mais je voudrais que vous me donniez le grand gagnant, entre guillemets, pour vous de cette campagne, celui qui va tirer le plus son épingle du jeu. Et s'il y avait une révélation à la manière d'un Florian Vermeersch l'an passé, qui serait pour vous cette révélation sur les classiques pavés? C'est un peu dur, hein, comme question et je ne voulais pas poser avant de préparer l'émission. Oui. Donc, Bah, je ne sais pas si Cyprien a un avis, mais en fait, en termes de Flandrien, je ne sais pas s'il y a encore vraiment une référence à l'heure actuelle, qui sont les 1 ou 2 de moins en Flandriens. moins. C'est un peu compliqué, je trouve. Colbrelli, il a fait un sacré numéro sur Paris-Roubaix. Est-ce que ils vont en faire de même cette année et sur les autres Flandriennes, sur les vraies Flandriennes? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, Cyprien, si tu as. Ouais, je vois pas vraiment non plus de cadre. Pour moi, celui qui pourrait en profiter cette année et un petit peu devenir ce cadre, c'est Wout van Aert qui profiterait de l'absence de Mathieu Van Der Poel, puisqu'à chaque fois qu'ils courent l'un contre l'autre, ils s'amusent à se marquer l'un l'autre et finalement ils s'enterrent. Donc Wout van Aert peut-être cette année peut espérer faire une saison un peu plus pleine et en claquer quelques-unes. Ouais. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, hein, il n'y a plus vraiment de pur Flandrien, parce que Van Aert, il peut gagner un sprint sur les Champs-Élysées, il gagne après le Ventoux. Colbrelli, on a vu qu'il était bon partout. Van Der Poel, il peut gagner aussi un peu sur tous les terrains. Idem pour Alaphilippe, donc c'est compliqué de trouver un. Ouais. Après, c'est vrai que Van Aert et Van Der Poel, ça reste des références aussi sur les pavés, même si ce ne sont pas des purs Flandriens, mais c'est vrai on peut quasiment dire que ce sont peut-être les meilleurs ou parmi les 5 meilleurs. Après, peut-être que Sénéchal a une grosse carte à jouer sur toute la campagne flandrienne. Ouais. Dans son équipe, bon, il y a Asgreen qui a gagné le rond. Comme Stibar, c'est des coureurs qui sont plus des coureurs de coupe, des coureurs qui sont top 5 à chaque course. Donc Sénéchal avec une belle pointe de vitesse, une belle endurance, une belle capacité à passer les différents parcours, peut-être que c'est le début des leaders de son équipe. À voir. Ouais. Et côté révélation, les gars, Cyprien, tiens, si tu veux commencer, s'il y avait un nom à ressortir, ou deux, ensuite on a deux. J'en ai pas qui me viennent comme ça. Je pense quand même à Jake Stewart, l'anglais de Groupama, qui sera pas là pour le week-end d'ouverture, mais qu'on peut se souvenir avoir fait un bon début de classique l'année dernière. Donc voir peut-être pour une confirmation. Sinon, non, j'ai pas de nom qui me viennent en tête immédiatement comme ça. Ouais, je vais donner les miens, comme ça va permettre de laisser à Daniel quelques secondes supplémentaires pour réfléchir. On a évoqué Magnus Sheffield tout à l'heure. Je pense que vu la puissance qu'il développe, il est tout indiqué pour déjà signer quelques belles perfs. Et mon deuxième, ça serait le jeune anglais Lewis Hasky, que je trouve très puissant aussi dans son genre. Ok, bah de mon côté, c'est vrai que c'est difficile. Peut-être enfin l'éclosion de Nils Ekhoff qui tarde un peu. Je crois qu'il a été pas mal ralenti par des petits soucis aussi sur les différentes campagnes flandriennes. Peut-être un autre coureur à suivre, même si c'est pas du tout une révélation, c'est Adrien Petit qui a semblé un peu, comment dire, un peu mou les dernières années chez Total et qui auparavant avait quand même un potentiel. Donc peut-être là chez Intermarché, on ne sait jamais. Alors, je vois qu'on nous parle de Marcus Elgard aussi sur Oui. le. Vas-y Daniel, pardon, je t'ai coupé. Et Livins aussi, le 10 septo. Pour conclure, les gars, j'avais une question, parce que j'ai pensé tout à coup en me remémorant un peu l'UAE Tour. Filippo Ganna, il a annoncé qu'il serait au départ de Paris-Roubaix. Il a vraiment une puissance folle. On l'a encore vu hier dans les bordures, dans les bordures qui ont failli se créer lors de l'étape de l'UAE Tour. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à quelque chose de Filippo Ganna s'il prépare à fond la campagne flandrienne, Cyprien? Faudrait qu'il sache où il va, Filippo Ganna, parce que à l'UAE Tour, on l'a vu s'accrocher avec les meilleurs dans une bosse. Alors il a peut-être envie de se muer lui aussi en Wout van Aert et gagner à la fois des chronos, des sprints, des montagnes et des classiques. Non, plus sérieusement, je sais pas, on l'a jamais vu sur les pavés, sauf erreur de ma part. J'ai vraiment pas le souvenir de l'avoir vu sur des À pavés. part en chez tout cas, les jeunes, pour ouais, non. performer. Ouais. Non, je crois qu'il a gagné Roubaix Chez les juniors. Juniors, mais ça s'arrête là. Donc oui, après comme tu dis, il a une force vraiment incroyable. Donc on peut imaginer que sur Roubaix, qui est tout plat, il est tout à fait capable de suivre les accélérations des favoris.
Bon, et à voir. En tout cas, c'est quelque chose qui me plairait de voir ça. Ouais. Ouais, j'avoue que moi aussi. Ton avis, Daniel, sur... C'est assez Ouais. difficile à se projeter parce qu'il n'y en a pas vraiment de référence à part son Paris-Roubaix des juniors, je crois. Ouais, puis on sait que chez les juniors, si t'es fort partout, quoi. Donc, Voilà, et ça vaut pas vraiment une référence. Peut-être sur un Paris-Roubaix, disons, s'il arrive à sortir en solo, un peu comme Moscone, et bon, il appuie fort sur les pédales pendant 20, 30 ou même 50 km, personne ne le revoit. Ça, j'imagine bien que c'est possible. Sur les autres Flandriennes, c'est pas non plus, enfin, c'est une question de force, mais c'est aussi une question de relance. Il y a des dizaines de relances puis de sur placement, ouais, là, une Flandrienne, et de placement et de frottage, mais surtout de capacité à relance. Et ça, je sais pas s'il a cette capacité à multiplier les relances à chaque virage et à chaque entrée de chaque montée et au sommet de chaque montée. Ouais, ouais, parce que Cyprien, c'est vrai que Paris-Roubaix, on est plus sur de la force pure. Et un mec comme Ghana, si jamais il était à 100% de sa condition, euh, tu reprendrais pas beaucoup de temps sur lui sur les secteurs pavés. Et entre les secteurs, s'il se met à envoyer la poudre, ça peut être compliqué pour le rattraper, quoi. Ouais, tout à fait. Après, à Roubaix, je me souviens vraiment pas d'un Roubaix très venteux où il y aurait des cassures, mais sur des courses comme Gans-Wevelgem ou ce genre de choses, il a le gabarit et la force pour aller se placer correctement, pour créer des bordures. Bon, c'est lui qui est peut-être le meilleur aujourd'hui, on l'a encore vu hier euh, aux Émirats. Donc, ouais, pourquoi pas se muer aussi, lui aussi, comme un coureur de classique. C'est vrai que s'il se met 100% sur la route et qu'il s'y met vraiment, ouais, à 100% en oubliant un peu la piste, il peut trouver des parcours à sa convenance un peu partout, hein. Tout à fait. Eh bien, messieurs, je vous propose de nous quitter sur ces belles paroles. Beaucoup d'attentes, beaucoup de choses à voir sur ces quelques semaines qui arrivent. Et bah, nous, on se donne rendez-vous dimanche soir pour un nouvel épisode de la sortie du dimanche où justement on débriefera le Het Nieuwsblad Kuurne, mais aussi les boucles de Romardèche, puisqu'il y a les deux manches qui ont lieu ce week-end. On aura la fin de l'UAE Tour, la fin du Tour du Rwanda aussi, et la classique Grand Camino, la classique, pardon, le Grand Camino tout court qui a lieu en ce moment sur Eurosport. Donc pas mal de choses à voir dimanche à partir de 19h. Donc on vous espère nombreux et on vous remercie pour votre fidélité. Merci aussi à vous les gars, puis bon après-midi à tous. Et à Merci, tous, salut. ciao.